Cassirer parle à ce propos de forme symbolique, ce qui est un peu général. Saussure parle d'institution, je trouve ça plus clair. Et alors, il se trouve que l'analyse des mythes et la mythologie comparée est une constante de la tradition structuraliste et un des prolongements naturels de la linguistique comparée. Voir les travaux de Bréal sur Hercule et Cacus, de Saussure sur les Nibelungen, de Propp sur le conte merveilleux russe, de Jacobson sur l'épopée russe aussi, de Dumézil sur les épopées caucasiennes et au-delà, de Lévi-Strauss sur les mythes amérindiens, de Hoccart sur les récits mythiques africains, de Marika Moïseyev sur les mythes aborigènes et nos mythes actuels qu'elle lit dans les films de science-fiction. Enfin, la grande synthèse de Lequelec sur les mythes d'origine au niveau tout à fait universel. Cette synthèse a été publiée l'année dernière seulement. Lequelec est un préhistorien. Alors, finalement, les théories universalisantes du récit, comme on les a vues chez Grémas, viennent de l'analyse des mythes. Grémas reprend le modèle de Propp, en le simplifiant simplement et en le séparant de son contexte historique, ce qui pose évidemment problème. Alors, on peut se demander si le mythe a créé la sémiotique narrative. C'est possible. En tout cas, c'est la réflexion sur le mythe qui a donné lieu à ces développements. On peut garder dans l'idée que le mythe est tout à fait fondamental, un objet fondamental pour une sémiotique des cultures. Santiago Guillen, qui a accepté de présenter l'exposé sur le mythe, ne pourra présenter qu'une partie d'un travail considérable qui avoisine les 800 pages et dont il est en train de tirer la matière d'un livre à paraître aux éditions Garnier. Alors, j'ai plaisir donc à laisser la parole à un reconstructeur de la première heure et de la dernière génération. On vous écoute. Merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, Tout va bien, parfait. Très bien, très bien. Bah, merci encore pour cette invitation. Et donc, je suis très content de présenter donc une partie des travaux que j'ai pu faire donc dans le cadre de ma thèse, dirigée par Pierluigi Basso-Fossali, et professeur en sémiotique à l'Université Lumière Lyon 2 et qui a pu se libérer aujourd'hui, qui est un jour donc de vacances pour nous, pour assister à cette présentation et qui nous accompagne donc en ce moment. Et, euh, et donc, euh, aujourd'hui, j'ai donc je voudrais donc partager avec vous une partie de ces recherches. Et, euh, et donc, mon exposé s'intitule La place du mythe dans une sémiotique des cultures. Euh, L'esprit dans lequel sera faite cette présentation suit un peu l'esprit du séminaire, donc d'un séminaire atelier de lecture. Donc, l'idée, c'est plutôt de partager des textes d'auteurs qui m'ont semblé intéressants pendant mes recherches. Et ça va, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que ça va, le oui. volume? Ok, merci. Et donc, aujourd'hui,
J'aimerais simplement commencer par présenter un peu le, euh, de manière générale la structure de mon travail de thèse et ensuite regarder de manière un peu plus particulière les, les relectures critiques de certains auteurs qui nous ont intéressés. Donc, ma thèse s'intitule Le mythe aujourd'hui, entre théorie et pratique linguistique, réactivation d'une notion, actualité d'une forme linguistique. Donc, elle a été soutenue en décembre. Pardon, je vais peut-être. On est mieux comme ça, pardon. Peut-être que vous entendez. C'est bien. Ouais. Très bien. Donc, euh, oui, ça va? Oui. Parfait, très bien, merci. Et donc, j'aimerais simplement lire donc, ce travail de thèse porte une réflexion théorique et méthodologique sur le mythe en tant que notion et en tant que forme d'expression de langage et la sémiotique des traditions sausuriennes. Elle porte sur l'influence de ces dernières dans les études sur le mythe entre 1903 et 2002. Pourquoi 1903? Parce que c'est l'année où l'on suppose que Saussure commence ses travaux sur les mythes. Et, euh, Et donc, l'objectif de ce travail est de mener une enquête pour mettre en évidence les particularités sémiotiques du mythe dans notre culture. Et pour ce faire, nous nous intéressons aux relations entre le mythe et les institutions sociales dans les langues naturelles. Et donc, notre travail a été guidé par la problématique générale suivante. En quoi les particularités sémiotiques du mythique permettent-elles au mythe d'avoir un fonctionnement et un rôle unique au sein de la sémiosphère et en relation aux institutions symboliques? Est-ce que le mythe peut-il fonctionner comme une institution symbolique et en définitive, en quoi, par son originalité figurative, le mythe exhibe-t-il un rôle et un fonctionnement unique au sein de la sémiosphère et notamment à l'intérieur des différentes institutions de sens? Alors, Je vous demande pardon, s'il vous plaît. Vous pouvez reprendre le micro comme avant. Vous aviez un petit micro et c'était mieux. Je dis ça parce que plusieurs ont fait cette remarque. Pardonnez-moi. oui, pardon, excusez-moi. Euh, Très bien. Je reprends c'est bon, parfait. Donc, la thématique générale dans laquelle est en place cette étude est celle on pourrait dire, est celle de forme de sémiotisation de l'au-delà et la figuration de l'au-delà et la mise en récit de la distalité. Et donc, nous avons pris comme cadre et thématique générale de cette étude euh, le modèle théorique proposé par François Rastier euh, dans son travail, dans une introduction à, à une sémiotique et aux sciences de la culture. Et, et donc, où on a une division, vous connaissez sans doute cette proposition théorique où il y a une opposition entre trois zones différentes, une zone identitaire, une zone proximale et une zone distale. Et donc, je ne sais pas si, donc sans doute vous connaissez ces, ces représentations graphiques. Et donc, selon nous, cette étude prend place dans cet intérêt de la caractérisation de l'entour humain comme ayant la particularité de pouvoir créer une zone distale, donc de parler de ce qui n'est pas présent, disons, dans la situation d'énonciation, de ce qui échappe à toute DXIS. Hum, Donc, comme il a été rappelé au début par François Rastier, et le mythe intéresse les auteurs en sciences du langage et en sémiotique euh,
depuis Saussure, mais bien avant Saussure aussi. Dans le cadre de cette thèse, donc, nous nous sommes intéressés à certains d'entre eux. Et c'est ce que nous proposons de voir aujourd'hui. Mais avant de vous présenter un peu les auteurs auxquels nous nous sommes intéressés dans ce travail de thèse, euh, au moment où on a commencé cette étude, on s'est retrouvé face à deux grands problèmes, selon nous, dans les études d'aujourd'hui sur le mythe. Le premier est une certaine inactualité, puisqu'on peut se rendre compte que plus ou moins depuis le grand travail de Grémas sur la mythologie lituanienne, euh, il n'y a pas eu, selon nous, des grands travaux sur le mythe en sciences du langage et en sémiotique, du moins. Et de l'autre côté, lorsqu'on commence à regarder les travaux faits par les linguistes et les sémioticiens sur le mythe, on se rend compte qu'il y a une certaine hétérogénéité dans la définition. Par exemple, et à titre de simplement une petite synthèse, une fois le mythe est défini soit comme un discours, comme une idéologie, comme une structure sociale, soit comme une parole ou un métalangage, donc pour Barthes par exemple, comme un geste pour Grémas lorsqu'il fait sa sémiotique du monde naturel, ou encore comme une forme symbolique chez Cassirer. Et donc, il nous a paru intéressant de proposer ce travail pour pallier à cette difficulté d'une actualité, d'une hétérogénéité des travaux. Et des fois, il y a quand même des grandes contradictions. Par exemple, entre les mythologies de Barthes de 1957 et les mythologies de Lévi-Strauss, qui sont vraiment deux approches presque contradictoires du mythe, l'un plutôt sur le plan de la parole, celle de Barthes, et l'autre sur le plan systémique de Lévi-Strauss. Peut-être que Lévi-Strauss a fait ici une réponse ironique à Barthes. Euh, Et donc, il nous a paru intéressant de faire ce travail au nôtre parce que selon nous, un travail sur les mythes en sciences de la culture peut apporter à d'autres disciplines. Par exemple, elle pourrait répondre, selon nous, en partie peut-être à un intérêt en anthropologie. Par exemple, dans un article de 2005, John Leavitt, qui est un anthropologue canadien, conclut son étude. Donc, le mythe aujourd'hui, il reprend en fait un titre assez célèbre. Barthes le fait, Jean-Pierre Vernant aussi. Et John Leavitt fait cette actualisation du mythe aujourd'hui en 2005. Et une des conclusions de cette étude, c'est que le mythe est un récit important. C'est finalement la définition qu'il arrive à donner du mythe. Et donc, on voit que cette définition est assez vague et sur le plan méthodologique, il est difficile, euh, selon nous, de vraiment faire une recherche sur le mythe avec une définition comme celle-ci qui n'est pas, selon nous, particulièrement fonctionnelle. Et or, d'un autre côté, donc il y a cette difficulté méthodologique, selon nous, en partie aujourd'hui. Mais de l'autre côté, plusieurs auteurs s'intéressent finalement au mythe. Donc, Gilbert Durand parlait en 2002 de la résurgence du mythe. Le Quélec, qui est donc un archéologue, comme il a été rappelé en introduction, a publié récemment deux ouvrages ou oui, deux ouvrages de vulgarisation qui parlent donc des mythes contemporains, mais aussi des mythes universaux dans les cultures préhistoriques. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois, il y a une certaine, on pourrait dire, une certaine demande aujourd'hui d'un travail sur les mythes et sur le plan, disons, de l'opinion publique, il y a aussi une demande pour cet objet. Donc, selon nous, il est intéressant de s'intéresser au mythe dans une sémiotique des cultures. Euh, donc, je vais aller un peu plus vite
pour passer directement à la lecture des textes des auteurs. Dans le cadre de cette thèse, on va avoir deux prémices théoriques. La première, c'est qu'on va se baser donc sur le concept de forme symbolique de Cassirer. L'avantage, selon nous, c'est que d'utiliser ce concept, c'est qu'on peut suivre la transformation du mythique sur tous les plans de manifestation du sémiotique, en passant du signe au système de signification, éventuellement au langage. Et de l'autre côté, donc on se base aussi sur le concept d'institution de Saussure, donc de système, donc, qui a sans doute inspiré le structuralisme occidental. Et donc l'avantage pour nous, c'est que on peut caractériser le mythe selon ses relations avec les institutions de sens, et les autres institutions. Et d'ailleurs, Saussure lui-même, il définissait les rites comme des institutions symboliques. Et, bien. Et donc, dans le cadre de cette thèse, donc, nous avons divisé ce travail en trois grandes parties. La première partie est donc un commentaire de la littérature existante sur les mythes, donc en sciences du langage et en sémiotique, mais aussi dans d'autres disciplines comme en anthropologie ou en lettres ou en histoire. Euh, et, euh, et donc, bon, je n'aurai peut-être pas le temps de justifier comment nous avons choisi les auteurs, mais en gros, nous commençons par nous intéresser aux travaux de Saussure, aux auteurs qui, selon nous, ont inspiré les travaux de Saussure, et ensuite on passe au nouveau comparatisme chez Dumézil, ensuite au structuralisme occidental chez notamment Cassirer et Claude Lévi-Strauss. On s'intéresse également aussi aux auteurs venant du formalisme russe ou du structuralisme russe, de Propp, Lothman et Jacobson, donc qui ensuite, comme vous le savez, sera à New York avec Cassirer et Lévi-Strauss. Et il y a une partie dans laquelle on s'intéresse aussi à Grémas. Donc aujourd'hui, j'aimerais bien poser quelques textes de ces auteurs qui ont attiré notre attention. Euh, euh, on n'aura pas le temps de parler de ça, mais dans les deux autres parties de la thèse, il y a une seconde partie dans laquelle on fait des propositions théoriques, et dans une troisième partie, on essaye de faire une analyse de corpus pour faire une enquête sur les mythes contemporains. Et donc aujourd'hui, je vous propose de, de nous intéresser avant tout aux auteurs avant Saussure. Donc Saussure commence ses études sur les mythes en 1903, on pourrait dire. Mais si on commence à s'intéresser aux auteurs qui ont précédé ces travaux sur le mythe, notamment en sciences du langage, mais pas que, il y a eu trois auteurs qui ont retenu notre attention. Le premier, c'est Max Müller, le second, Michel Bréal, et le troisième euh, est Fraser. Et, et donc, j'aimerais ici commencer par parler un peu de thèse de Max Müller. Euh, donc, bon, si on commence à faire une analyse historique, bon, avant Müller, il y avait déjà d'autres courants romantiques en Allemagne. Mais ce qui est intéressant, selon nous, des travaux de Müller, c'est donc j'ai mis quelques citations. Donc, on pourrait simplement lire ensemble cette citation. Donc, il s'agit d'un travail de Müller de 1876. Donc, on pourrait dire que au XIXe siècle, il y a peut-être deux grandes tendances dans la définition du mythe, une plutôt romantique et l'autre plutôt philologique. La définition plutôt romantique, je n'ai pas mis la citation ici, mais elle est bien évoquée, par exemple, chez Victor Hugo.
Il dit que le mythe naît du rugissement de l'abîme. Et donc, une première hypothèse de l'origine des mythes est, disons, la sensation que dans les hommes fait la contemplation de la nature. Mais ce qui est intéressant selon nous dans les travaux de Muller, c'est que Muller, il va s'intéresser à la médiation du langage comme un facteur permettant l'émergence du mythe comme objet culturel. Et, euh, et donc, Muller considère que la mythologie est une construction naturelle, dans le sens qu'elle découle inévitablement du langage verbal, de ce que Saussure appelle une langue naturelle. Et donc, je propose de lire au moins en partie cette citation. Donc, Muller dit qu'il a été pleinement prouvé par la recherche de la mythologie comparée que la mythologie est simplement une phase inévitable dans le développement du langage, le langage étant pris dans son sens propre, non pas comme le simple symbole extérieur, mais comme la seule incarnation possible de la pensée. Tout pendant que le langage passe par cette phase particulière peut devenir une mythologie, non seulement l'idée de l'homme comme origine du monde, le gouvernement de l'univers, les phénomènes de la nature, les désirs et les camps du corps sont susceptibles de perdre leur expression naturelle et directe, d'être répétés sous une forme plus ou moins déformée, mais même les événements historiques, c'est intéressant, les exploits d'un homme puissant, la destruction des animaux sauvages, etc. etc. Donc, ce qui est intéressant, selon moi, ici, c'est que Muller, donc, il considère le mythe comme une phase inévitable dans le développement du langage, donc comme le résultat du fonctionnement naturel du langage. Et, euh, et dans ce sens, on le verra juste après, peut-être qu'il a inspiré en moins en partie les travaux de Saussure. On le verra aussi après. Cassirer, euh, il va critiquer pas mal les travaux de Muller sur certains points, mais quand même, ce qui nous semble intéressant ici, c'est que Muller donc, va avoir une réflexion purement linguistique du mythe. Et ce qui est intéressant, c'est que Muller ne va pas, il va couper un peu avec une partie ou un courant théorique de son temps qui voulait expliquer la mythologie selon une perspective évolutionniste, historique, en disant que, par exemple, c'est le cas typiquement de Fraser, dans lequel donc on voit le mythe comme une étape dans l'évolution on pourrait dire presque positiviste de la culture, dans le sens où le mythe serait à l'aube de l'humanité et qui, normalement, dans les civilisations, entre guillemets, civilisées, euh, le mythe aurait tendance ou serait euh, condamné à disparaître avec l'avènement de la science. Euh, Ce qui est intéressant donc pour nous ici de Muller, c'est que selon donc sa théorie linguistique du mythe, euh, il euh, il va dire donc que la mythologie est inévitable, mais il va dire aussi que il ne fait aucun doute qu'il existe une mythologie de nos jours, comme entend Homère, mais nous ne la remarquons pas parce que nous vivons dans son ombre, parce que nous reculons tous, éblouis par la pleine lumière du midi de la vérité. La mythologie, au sens le plus pur du terme, le pouvoir que le langage exerce sur la pensée dans toutes les sphères possibles de l'activité spirituelle. Ce qui m'a semblé intéressant dans ces travaux de Muller, c'est que son intérêt pour l'aspect de médiation du langage dans la création des mythes lui fait conclure que la mythologie est une activité incessante dans les cultures. Et donc, par exemple, on pourrait dire qu'on ne finit jamais de créer des cosmogonies, des théogonies, peut-être aussi des apocalypses, mais en tout cas, le mythe, pour le, pour le dire de notre manière, on ne va jamais échapper au mythe. Il fait partie intégrante de notre culture.
Et donc, nous nous sommes appuyés sur ces remarques de Müller en partie pour justifier une étude des mythes dans la culture contemporaine. Euh, bon, si on continue un peu, donc ici, par exemple, dans ce travail de 1888, Müller insiste sur la nécessité, mythe dans le fait qu'on ne peut pas échapper au mythe, si on peut le dire comme ça. Euh, Maintenant, j'aimerais présenter une théorie de Müller qui est vraiment très très connue. Donc Müller est un linguiste, est un philologue et donc il donne un certain nombre d'exemples pour justifier ben, ses propos. Et donc il se dote d'un d'un- d'un corpus. Notamment, il va aller voir du côté des écrits mythologiques de la tradition gréco-romaine. Et, euh, et donc, notamment, il va dire des choses, il va avoir des arguments linguistiques, donc en disant, par exemple, que pourquoi, comme vous savez, dans le récit de Pyrrha et de Callion et Pyrrha, c'est donc les premiers hommes dans la tradition grecque. Euh, à un moment donné, c'est un peu comme l'Adam et Ève, mais du côté grec, donc les deux premiers humains dans le monde qui survivent à un déluge. Et comment font-ils pour repeupler l'humanité? Ils jettent des pierres par derrière leur dos. Et donc Müller dit que le fait qu'ils jettent des pierres n'est pas, il ne donne pas une lecture symbolique dans le sens où on donnait au 19e, c'est-à-dire comme un signe qu'il faudrait interpréter avec un certain une encyclopédie ou un certain système de signification pour comprendre le contenu de ce signe de la pierre. Mais il dit, en fait, c'est pas sur le plan du contenu, pour le dire comme ça, c'est plutôt sur le plan de l'expression. En fait, en grec, les deux mots euh, de pierre et d'homme s'apparentent. Je l'ai mis en bas, donc l'aios et l'as. Et donc, en fait, c'est le signifiant de ces deux signes qui se. Donc, je l'explique avec des termes saussuriens, c'est le signifiant de ces deux signes qui se rapprochent. Et donc, on passe, comme on dirait, de signifiant vers le signifié et pas de signifié vers le signifié. Et voilà, donc c'est un peu le type de démonstration que donne Muller. Euh, j'ai un- Pardon, j'ai juste un peu mal avec l'affichage. Euh, mais je reviens. Et bon, quelles sont les autres choses qui sont intéressantes selon nous de Muller? Donc bon, il donne d'autres exemples de ça. Il donne l'exemple de l'aurore et de Daphné, qui veut dire aurore en fait en sanskrit. Euh, Ici, excusez-moi, c'est juste que je n'arrive pas à, j'ai du mal à voir mes diapositives, je ne sais pas pourquoi. Je suis désolé, je suis désolé. Hum, Pardon, je reviens aux diapositives. Plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Oui, pardon, excusez-moi, j'ai des problèmes d'affichage. Mais bon, donc pour conclure cette partie sur Müller, Müller est devenu très célèbre par une thèse qui était ensuite connue sous le nom de mythologie solaire. Pourquoi? Parce que Müller il dit finalement la mythologie aurait une origine sémiotique dans le sens où
imagine-t-il, dans les premières civilisations, lorsque les hommes veulent décrire, par exemple, le mouvement des astres, ils ne ils seraient obligés de passer donc par le langage verbal et ils seraient obligés, nous dit-il, de passer par une métaphore minimale en quelque sorte. Donc, par exemple, pour décrire la transition du soleil, euh, une première phrase serait le soleil se lève ou le soleil se couche. Et donc, c'est une sorte de métaphore puisque les verbes donc, de se coucher et de mouvement sont, selon Muller, d'abord des verbes donc, de mouvement humain, et donc aurait le sème de animé. Et donc, en agençant en quelque sorte le soleil avec le verbe se coucher, on aurait une sorte de métaphore minimale. Euh, donc ça, c'est un peu une des théories de Müller, connue donc sous le nom on a appelé ça la mythologie solaire, qui a été ensuite pas mal critiquée, puisque, puisque bon, ça supposerait de dire qu'il y a toujours, en fait, sans doute que ça vient d'une distinction aristotélicienne, donc on peut diviser les prédicats des substantifs, mais bon, on pourrait faire des reproches sur ce sens similaire, mais Merde! il n'en reste que cette thèse donc d'une métaphorisation minimale comme germe, disons, de tout récit mythique. Bon, je vais un peu plus vite. Euh, Ensuite, par exemple, dans les, euh, dans les travaux de Saussure, euh, donc, je passe peut-être un peu sur les aspects philologiques. En fait, je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à voir ce que j'expose, mais j'ai mis donc quelques dates. Donc les travaux donc sur Saussure, euh, de Saussure sur les mythes. Donc l'intérêt, c'est à peu près à partir de 1903, pendant une dizaine d'années. Finalement, ils sont très importants. Il les a menés à côté de ses recherches en linguistique pour les cours qu'il donnait à Genève, mais aussi à côté des travaux qu'il donnait donc sur les anagrammes, ses recherches sur les anagrammes. Et comme vous savez, donc ils ont été connus du grand public, disons assez tardivement, plus ou moins, si je me rappelle bien, vers les années 60 et 70. Donc dans une série d'ouvrages, donc je vous ai mis ici les informations. Euh, il y a eu notamment aussi donc un thésard dirigé donc, par Michel Arrivé et Sung-Do Kim qui s'intéresse à ces travaux de Saussure sur les mythes donc dans les années 90. Euh, donc bon, je ne vais pas dans les détails, mais ces travaux sur ces aspects historiques, mais ces travaux mythologiques de Saussure sont vraiment très importants pour lui. Et en fait, on pourrait dire qu'il y a une vraie compatibilité donc, entre les différents corpus établis par Saussure, à la fois donc, dans linguistique et en mythographie. Euh, Par preuve, donc ici, je vous ai mis une lettre de Saussure envoyée donc, à Antoine Meillet à la fin du 19e siècle. Dans laquelle voilà, il avoue tout son enthousiasme et sa passion pour ses études en mythologie. Euh, donc, de manière plus particulière, donc, qu'est-ce qu'on trouve donc, dans les archives dans les travaux autographiques de Saussure sur les mythes. Donc, cela a été donc, organisé et publié dans des ouvrages différents. Notamment des cahiers consacrés donc, aux légendes germaniques. Euh, et bon, il y a une série de travaux, vous avez les détails donc sous les yeux. Saussure s'intéresse donc notamment à la mythographie germanique, donc au Nibelungenlied, donc aux chansons de Nibelungen, mais il s'intéresse aussi donc à la tradition gréco-romaine. Et dans nos travaux, nous nous sommes intéressés notamment à trois aspects dans ces travaux et de Saussure sur les mythes.
Le premier, donc, selon nous, il y a dans ce travail une réflexion sur l'identité, sur la notion d'identité chez Saussure, différence entre l'usage et le système, on pourrait dire entre le système, entre la langue et la parole, on pourrait dire. Euh, il y a aussi une vraie réflexion sur les théonymes. Donc, selon nous, cela met en évidence une interrogation sur la notion de valeur chez Saussure. Donc, vous savez, il distingue la notion de signification de la notion de valeur. Les langues sont des systèmes de signification, mais aussi des systèmes de valeur. Et ensuite, il y a quelque chose qui est pour nous très intéressant aussi, c'est Saussure va s'intéresser donc au passage à la formation, à la transformation des mythes, en faisant des études sur la parole et sur l'actualisation des discours par la parole. Et selon nous, bon, ça c'est assez intéressant puisque normalement, à mon analyse de discours, souvent on reproche à Saussure d'avoir fait une linguistique de la langue et non pas de la parole. Mais dans ce corpus sur le mythe, on se rend compte que c'est un peu l'inverse. Un peu comme lorsque Saussure étudie la stylistique, où il envisage de le faire. Mais bon, bref, ça c'est une parenthèse. Et donc, le premier point, donc, par exemple, dans ses réflexions sur l'identité, Saussure va faire des relations entre ce qu'on pourrait dire le personnage et le héros. Donc une figure dans un texte particulier et ensuite sur le plan, on pourrait dire, de la parole, donc dans le mode d'existence de l'actualité, on pourrait dire, sur l'ordre impresentia syntagmatique. Et nous dit Saussure, on pourrait faire des relations paradigmatiques aussi, en reliant par exemple Tristan, qui fait partie donc du texte de Tristan et Iseult dans la tradition des, disons, du folklore germanique. Et Saussure nous dit que finalement, ce Tristan est une forme actualisée, on pourrait dire, est une reprise d'une figure euh, euh, plus ancienne, qui est en quelque sorte dans un substrat mythologique, qui est celui de la figure de Thésée. Et donc, selon nous, c'est intéressant pour nous parce que donc il y a ces relations entre le syntagme et le paradigme, l'actuel et le virtuel, le personnage et le héros finalement. Euh, aussi, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Saussure donc fait aussi des réflexions sur les théonymes. Et selon nous, cela peut être mis en relation avec les réflexions qu'il fait sur les notions de signification et de valeur. Donc, comme vous savez, pour Saussure, il y a une différence entre la signification et la valeur des signes. L'exemple que j'aime bien parce qu'il est très clair et qui est donné dans le cours de linguistique, c'est celui du mot mouton et du mot sheep en anglais. On va dire qu'en français, donc le mot mouton peut être traduit par sheep en anglais. Donc, ils ont plus ou moins la même signification, on peut les traduire, sauf que ces deux signes n'ont pas la même valeur, puisque dans le système de signification de la langue anglaise, le mot mouton est en opposition distinctive sur le plan du contenu avec sheep, sheep étant l'animal vivant et mouton la viande. Et ce qui veut dire que mouton et sheep n'ont pas la même valeur dans le système de signification de la langue anglaise, dans le système de valeur de la langue anglaise. Si on descend dans la rue avec deux pancartes I love mouton et I love sheep, c'est deux valorisations très différentes euh, de ce que en français on ne pourrait pas exprimer avec un seul signe. Donc évidemment, la valeur n'est pas traduisible d'un système à un autre. Selon nous, et donc la valeur d'un signe est calculée par les oppositions ou les relations qu'un signe entretient avec d'autres signes au sein du même système, du système auquel il appartient, à la fois sur le plan de l'expression et sur le plan du contenu. Et Saussure, selon moi, fait des remarques plus ou moins similaires lorsqu'il étudie les noms, les théonymes, les noms propres des dieux. Par exemple, il distingue entre deux choses. Il distingue entre des moments où un même signe renvoie à la fois, ou sert pour nommer à la fois
un, un dieu, donc un nom propre, mais aussi un nom commun. Par exemple, le feu. C'est le cas de Agni en sanskrit qui renvoie à la fois au feu, à la fois au dieu. Donc, un peu des deux. Je sais que c'est un peu la même chose avec Krishna. Krishna en sanskrit veut dire bleu foncé, c'est une couleur. C'est en même temps le dieu, l'avatar de Vishnu. Il nous dit, et Saussure va opposer par exemple ce type de fonctionnement sémantique à celui que pourrait avoir un Apollon. Donc Saussure nous dit que Apollon renverrait dans la passé au soleil et ensuite il renverrait au dieu grec. Donc il y aurait une valorisation différente selon que ce même signifiant renvoie seulement à un être unique dans le monde ou à un objet courant du monde, donc plutôt un nom commun. Ensuite, le troisième point qui nous semble intéressant sur les travaux de Saussure sur le mythe et sur lequel on ira un peu plus en détail, et c'est le suivant, c'est que Saussure, il formule quand même une théorie pour essayer d'expliquer comment l'émergence des mythes. Donc, nous dit Saussure, finalement, les mythes vont émerger. Donc, il va donner une explication sémiotique ou linguistique en disant que les mythes émergent en raison du fonctionnement du langage et non pas, il n'y a pas une émergence, disons, ontologique ou du moins, il n'y a pas. Euh, il suit un peu dans ce sens la piste de Müller. C'est pour ça que je voulais insister sur ça au début parce que finalement, l'origine des mythes est à chercher dans le langage lui-même qui sert donc à l'exprimer. Et donc, que dit Saussure? Donc, une petite remarque, c'est que Saussure, dans ses travaux, il fait un peu une distinction entre le signe et le symbole. Le symbole, pour lui, serait en quelque sorte un signe dans lequel, dans ce contexte-là, dans d'autres contextes, peut-être il n'y a pas cette différence, mais quand il fait ses travaux sur le mythe, on sent quand même cette petite nuance. Le signe étant donc, on pourrait dire, une relation facilement interprétable entre un plan, une forme de l'expression, une forme du contenu, alors que le symbole euh, serait un signe pour lequel il y a une plus grande difficulté de la mise en relation donc d'un signifiant avec un signifié. Euh, et bon, on pourrait faire un peu on pourrait faire le rapprochement avec le sens, disons, historique en grec du mot symbole, mais bon, peut-être qu'on reviendra après. Euh, le, ce qui est intéressant dans la méthodologie de Saussure, c'est qu'il dit que les mythes naissent comme, ils sont le résultat d'une transformation par la parole d'un discours historique. Donc il dit au début, comme substrat, il aurait un discours historique et ensuite par la reprise, par la réénonciation de ce récit, par euh, sa reprise par les locuteurs à travers la parole, il y aurait une déformation, on pourrait dire naturelle, dans le fonctionnement naturel du langage, dans le sens où de langue naturelle, c'est-à-dire comme un fonctionnement normal des mécanismes des langues naturelles entre langage, langue et parole. Et donc, c'est à travers ces réénonciations par des locuteurs différents qu'un même texte à l'origine aurait des petites modifications. Euh, Saussure, il est assez précis quand il décrit ces transformations finalement. Par exemple, il dit il donne des exemples très précis. Il dit par exemple, si dans un texte historique, il y a une phrase telle que un tel a perdu la tête,
On pourrait dire qu'un tel a perdu la tête peut avoir une signification littérale, c'est-à-dire que littéralement, on lui a coupé la tête. Mais ensuite, nous dit Saussure, ce même, disons, énoncé, cette même unité phrastique pourrait avoir une interprétation symbolique et métaphorique. Donc, un tel a perdu la tête pourrait avoir un autre signifié, celui métaphorique, donc de devenir fou. Euh, et donc, nous dit Saussure, par ces réinterprétations successives d'un même substrat textuel, cela pourrait expliquer en partie comment les mythes émergent de récits historiques à la base. D'autres exemples, par exemple, Saussure dit en réalité, Saussure va dire qu'il y a trois. Il va aller assez dans les détails en disant qu'il y a trois phases dans la transformation d'un discours historique, en disant d'un texte historique dans un texte mythique. Il y a trois phases de réduction, d'amplification et ensuite d'erreur interprétative. Euh, la réduction, par exemple, on nous dit s'il y a une confrontation entre deux armées, on pourrait réduire la confrontation entre deux armées, donc deux groupes d'individus vers un combat singulier entre seulement le chef d'un groupe et le chef d'un autre groupe. Et, euh, et donc, c'est par toutes ces petites modifications de chaque locuteur qu'un texte historique deviendrait mythologique ou mythique. Bien, et donc pour conclure sur cette partie de Saussure, ce qui est intéressant, c'est donc que Saussure tente de donner une explication linguistique et sémiotique de l'émergence des mythes, donc comme le résultat du fonctionnement du langage verbal. Ensuite, s'intéressait pas mal donc à Georges Dumézil, que, comme vous le savez, donc prolonge un peu les travaux de la linguistique comparative. Et donc, il va fonder ce qu'il a appelé la nouvelle mythologie comparée. Une des choses qui est intéressante chez Dumézil, c'est que finalement, il va démontrer un peu le processus inverse que Saussure, dont on vient de parler. Si Saussure parle d'une mythification de l'histoire, pourrait-on dire, donc de comment un texte historique devient un texte mythique, Dumézil fait l'inverse. Il va démontrer que dans pas mal de récits historiques de l'Antiquité, il y a en fait à l'origine un texte mythologique. Et donc que pas mal de textes de réécriture historique dans les cultures, disons, anciennes ou préhistoriques, viennent en fait d'une historisation ou d'un substrat, d'un texte mythologique à la base. Il donne pas mal d'exemples. Donc, comme vous savez, Georges de Mézil s'intéresse à l'ère indo-européenne et donc à travers sa thèse bien connue des trois fonctions dans la culture indo-européenne. Il va donner pas mal d'exemples. Par exemple, dans l'histoire romaine de Tite-Live, il dira finalement que c'est la tentative de rendre historique un texte qui à la base était mythologique. Hum. Donc, bon, je passe un peu vite, mais par la suite, bon, vous pourrez me poser vos questions, faire tous vos commentaires sur ce qui vous semble intéressant. Euh, ce, un autre rapport, selon nous, très, très important pour disons, le structuralisme occidental et donc les sciences de la culture ou les travaux d'inspiration saussurienne sont donc les travaux de Claude Lévi-Strauss. Euh, donc Claude Lévi-Strauss, comme vous savez, en 1945, dans la revue Word, dans une revue de linguistique, il va finalement parler donc
des, de l'apport de la méthodologie d'inspiration saussurienne pour l'anthropologie et fonder un peu la méthodologie de l'anthropologie structurale. Et ensuite, dans cet article de 1955, il va donner comme exemple de sa méthodologie le mythe d'Oedipe. Et donc, c'est ce que je voudrais commenter avec vous en ce moment. Donc, sous les yeux, je vous ai mis donc un peu ce tableau proposé donc par Claude Lévi-Strauss. Donc, que fait Claude Lévi-Strauss en 1955? Donc, de manière explicite, il va s'inspirer donc de Saussure et notamment de la différence dans les travaux de Saussure entre le paradigme et le syntagme. Euh, il va comparer donc le langage verbal avec le langage musical. Il dit, dans le langage musical, tout comme dans le langage verbal, comme le fait Saussure, on peut dégager deux axes d'organisation, un axe paradigmatique, un axe syntagmatique. Comme vous savez bien, Saussure définit le syntagme, euh, ce qui me semble intéressant, par un facteur temporel. Il dit finalement pourquoi il y a deux axes dans l'organisation du langage verbal. Parce que le langage est linéaire et nous sommes obligés de dire un mot et ensuite un autre mot. Nous ne pouvons pas prononcer deux mots à la fois. Donc, par cette contrainte temporelle, nous sommes obligés de dire un mot, ensuite un autre, ensuite un autre. Et donc, nous avons l'axe de la... pardon, j'admets quelqu'un dans la salle. Donc, nous avons l'axe de la combinaison des éléments, donc un élément, ensuite un autre, ensuite un autre. Donc là, sur le plan, dans le cours de linguistique, on dit mini-diachronique, mais ensuite, sur le plan synchronique, à un même moment, nous avons la possibilité donc de permuter des signes entre eux. Il y a des signes qui sont en relation entre eux à un même moment. Donc c'est sur le plan paradigmatique, le plan de la sélection des éléments in absentia, la modalité virtuelle et non pas actualisée ou réalisée. Et donc, Claude Lévi-Strauss va s'inspirer de ça en disant que finalement, donc dans le langage musical, nous dit-il, il y aurait la même chose. Une chose, c'est la succession des notes qui ferait la mélodie. Une autre chose, c'est à un même moment donné la relation des différents instruments. C'est ce qu'il appelle l'harmonie. Et il dit finalement, dans l'anthropologie pourrait utiliser aussi cette distinction. Euh, et donc, il explique avec cet exemple du mythe d'Oedipe. Pourquoi il prend le mythe d'Oedipe? Parce que, bon, il est très, très connu et intéresse donc différentes disciplines. Donc, il nous dit finalement, dans le mythe d'Oedipe, on peut trouver une organisation paradigmatique et syntagmatique. Donc, dans ce tableau, donc vous avez et ce tableau se lit de gauche à droite et de haut en bas. Et donc, j'ai loupé la première phrase, mais, mais donc c'est l'histoire d'Oedipe. Donc, en gros, donc vous connaissez un peu l'histoire, mais et si On ne vous entend plus. On ne vous entend plus. oui, pardon, excusez-moi. Excusez-moi. Donc, si on va de gauche à droite et de haut en bas, donc on a une succession de l'histoire d'Oedipe, à la fois donc des parents d'Oedipe et ensuite de sa descendance. Et donc, nous dit Claude Lévi-Strauss, le sens profond de ce mythe devient évident lorsque on organise cette narration sur le plan syntagmatique et paradigmatique. Et donc, nous dit Lévi-Strauss, il y a des éléments dans cette narration du mythe de type, il y a des éléments qui sont en relation donc paradigmatique dans les colonnes, dans la 4, et ensuite il y a une succession dans l'histoire, une succession temporelle des événements. Et donc, comme résultat de ce tableau, Lévi-Strauss va dégager quatre axes, quatre axes paradigmatiques. Le premier, nous dit-il, c'est que à quatre moments dans l'histoire du mythe de type, il y a une survalorisation des liens de parenté. En effet, dans cette histoire,
Il y a donc Cadmos qui va chercher sa sœur Europe ravie Partseuse. Donc Cadmos va privilégier les liens de parenté vis-à-vis de sa sœur plutôt que les liens vers la divinité. Donc une sorte d'ubris. Euh, Ensuite, Oedipe donc, va épouser sa mère, l'inceste, une survalorisation des liens des parentés, et Antigone va enterrer son frère en violant l'interdiction de la cité, donc en valorisant les liens de sang ou de fratrie plutôt que les liens sociaux avec sa cité. Et donc nous avons la même chose à quatre moments de cette histoire. Donc il y a l'infravalorisation des liens de parenté, donc le contraire. Il y a le fait que les gens de Sparte s'entretuent entre eux, que Oedipe va tuer son père, donc le fratricide, ou toutes sortes de fratricides. Ensuite, Théocle va tuer son fils. Donc ça, d'un côté. De l'autre côté, dans les deux autres plans paradigmatiques, il y a donc une sorte de négation de l'autoctonie humaine, donc du fait que l'être humain vienne de la Terre. Donc nous dit Claude Lévi-Strauss, finalement, dans cette histoire, les hommes essayent de couper leur relation avec la nature, avec la terre, mais en réalité, ils n'arrivent jamais à couper complètement cette relation avec la nature, puisque Oedipe, donc sur le plan, disons, de l'expression du signe, il vient, ou il fait référence au pied. Donc, l'abdakos veut dire boiteux, Oedipe, donc c'est pieds enflés. En fait, tous les membres de cette famille, disons sur le plan morphologique, il y a une partie dans les morphèmes qui composent leurs mots qui renvoient à la difficulté de marcher. Donc, dit Lévi-Strauss, cela est à mettre en relation avec l'impossibilité de nier l'origine tonique des êtres humains. Eh bien, eh bon, je commence à aller un peu plus vite pour aller vers la conclusion. Je vois qu'il est déjà 19 heures. Donc, en fait, nous dit Saussure, le mythe d'Oedipe peut être lu de la manière suivante. Finalement, c'est la relation d'une double relation entre, d'un côté, la négation de l'autochtonie humaine et la persistance de l'autochtonie humaine, et la sous-évaluation des liens de parenté avec la surévaluation des liens de parenté. Et donc, ça, c'est ce que Claude Lévi-Strauss va définir comme un mythème, c'est-à-dire comme une unité minimale dans un récit mythique, un mythème. Donc évidemment, il va s'inspirer des unités minimales de la linguistique, morphème, phonème, etc. Et bon, nous avons déjà eu un exposé au séminaire de Emmanuel Devaux sur Lévi-Strauss. Et en fait, pour Lévi-Strauss, c'est vrai que, on le disait Emmanuel Devaux, il y a une certaine dans les travaux de Lévi-Strauss, on sent qu'il y a vraiment cette idée que ces mythèmes sont presque universaux, dans le sens où il a du mal à avoir des cultures dans lesquelles qui ne seraient pas fondées sur ces unités minimales. Donc c'est mythème. Bien. Donc je, Je vais un peu plus rapidement sur ce que Ernst Cassirer dit sur le mythe. Donc, comme vous savez, dans sa philosophie des formes symboliques, Cassirer va définir le mythe comme une forme symbolique, au même titre que l'art, la science ou le langage. La particularité du langage comme forme symbolique, c'est que elle est une forme symbolique de la médiation, à différence des deux autres. En fait, je vous ai mis ici dans une petite citation de Cassirer que j'aime bien, c'est que Cassirer, il va rappeler les travaux de Müller, mais il va les critiquer parce que pour Cassirer, finalement, il n'est pas justifié de faire la différence entre la réalité et le langage, puisque, nous dit-il, les formes symboliques sont comme des organes qui permettent l'appréhension de la réalité de l'esprit. Et donc, c'est à travers les formes symboliques que nous construisons notre réalité culturelle du moi, que nous faisons cette appréhension de la réalité. Euh,
la petite remarque que j'aime faire, c'est que c'est-à-dire que, que pour ne pas comprendre cette métaphore de l'organe, je suis allé vérifier dans le texte allemand et le mot utilisé est vraiment le mot de organe. Mais selon moi, il ne faut pas le comprendre dans un sens déterministe parce que on sait aussi que l'environnement culturel peut influencer sur le développement des organes chez les humains. En linguistique, on connaît le phénomène de discrimination phonologique. Vous savez, donc après 24 mois, l'enfant, normalement, peut apprendre toutes les langues du monde, mais après 24 mois, l'environnement linguistique de l'enfant va déterminer le, le, l'évolution ou la formation des organes de production et de réception de la parole. Et donc, dans ce sens-là, nos organes aussi sont influencés et par environnement linguistique, on pourrait dire culturel, symbolique. Et donc, selon moi, c'est un peu dans ce sens qu'il faut comprendre cette métaphore des formes symboliques comme des organes, comme appréhension de la réalité de l'esprit par Cassirer. Donc, peut-être que je n'aurai pas le temps de parler des travaux de Cassirer. Je dirais simplement que, donc, si vous voulez, on pourrait peut-être discuter de ça. Cassirer va, en fait, il va s'intéresser à la formation et à la transformation et des, des figures religieuses dans les cultures, en gros. Et il va reprendre les travaux de Preuss et de Husner, faisant relation entre ce que Preuss appelait des dieux de l'instant, ensuite qu'on a pu appeler des dieux de l'action, ensuite des dieux personnels. Donc une sorte de complexification sémiotique des, euh, des figures religieuses et mythologiques. Et si vous le souhaitez, on pourrait revenir sur ça. Mais pour moi, c'est intéressant parce que du coup, dans la méthodologie de Cassirer, on a cette possibilité de rendre compte de la transformation des formes symboliques en passant d'un signe vers un texte, peut-être une formation symbolique plus complexe à chaque fois. Et donc peut-être un passage de la modalité vers une forme où on aura un rôle actoriel et ensuite une figure, un rôle actentiel et ensuite une figure actorielle. Bon, à revoir. Euh, pour finir, donc on s'est aussi intéressé aux travaux de Lotman, de Jacobson et de Propp sur les mythes. Bon, peut-être si vous voulez désirer, on pourrait venir sur ça aussi. J'aimerais, pour finir, conclure sur quelques aspects méthodologiques qui nous ont semblé intéressants dans ce travail. Euh, une des choses dont on s'est rendu compte en faisant cette grande recherche, c'est que euh, on a quand même une certaine difficulté dans la définition des mythes, mais selon nous, nous avons donc une possibilité donnée par la sémantique et la linguistique pour quand même espérer et, définir bien et analyser donc ce qu'on peut appeler des mythes. Par exemple, un lieu commun dans la littérature, dans les études sur le mythe, c'est la distinction entre logos et mythos. Donc, dans les lettres classiques, dans les études historiques et anthropologiques de la Grèce ancienne, euh, on va dire que le logos naît donc avec Platon comme un genre discursif et Platon donc va copier finalement la manière d'écrire de Pythagore qui dans ce texte va avancer par des oppositions distinctives. Donc pour arriver à une définition, on va opposer des termes les uns avec les autres et finalement on arrivera à une définition. Donc un lieu commun dans les études en histoire, c'est de dire donc que le logos, euh, pourquoi pourrait-il, dans le discours platonicien, pardon, permettre de définir et d'arriver à la raison ou oui, pourquoi peut-il prétendre
à s'approcher plus de la vérité dans le sens platonicien, ou essayer d'avoir raison, d'avoir une valeur épistémique plus importante que le mythos, c'est par sa rigueur sur le plan de l'expression, dans le fait qu'on va donc procéder par des oppositions minimales. Et donc, en opposition à ce type de genre discursif, le mythos ne va pas suivre donc cette, euh, cette particularité textuelle sur le plan de l'expression, donc l'opposition des unités les unes à la suite des autres. Euh, il y a donc en philosophie euh, des, des travaux très intéressants sur les mythes sont ceux par exemple de Hans Blumenberg qui va finalement définir le mythe comme ayant une rationalité sinusoïdale, si on dit. Donc sinusoïdale parce qu'en effet, il ne va pas avoir la régularité qu'a un texte logique, même sur le plan de l'expression, de passer donc d'opposition minimale à une opposition minimale, mais il va voir un parcours un peu plus justement sinusoïdal, c'est-à-dire euh, plus libre dans son expression. Euh, Ce qui nous a beaucoup aidé, ce qui nous a beaucoup aidé dans notre étude, c'est donc la méthodologie proposée par François Rastier euh, concernant les univers sémantiques, parce que cela nous a permis finalement d'opposer sur le plan textuel des textes relevant de discours différents. Donc, je vous ai mis ici les définitions et aussi un peu, peut-être qu'on pourrait faire, je ne sais pas, il m'a semblé au moins qu'on pourrait comparer ces définitions qu'en philosophie, Blumenberg donne du mythe comme un raisonnement, comme un raisonnement sinusoïdal, comme un raisonnement sinusoïdal. Et, ah mince, ah, pardon. Et, euh, et donc, ce qui est intéressant dans cette représentation topologique, finalement, c'est que il semble avoir donc, aussi un raisonnement plus ou moins analogue. Euh, et donc, on pourrait lire ensemble ces définitions. Depuis un moment, je n'arrive pas vraiment à voir les diapos, mais donc vous avez sous les yeux ces définitions. Donc, les univers sémantiques des textes littéraires sont différents des univers sémantiques des textes philosophiques, qui sont à leur fois différents des univers sémantiques des textes scientifiques. Hum, Je peux un peu malheureusement pas lire avec vous ces définitions. Je ne sais pas pourquoi. Euh, je n'arrive pas à les lire, mais donc je vous laisse aller voir. Et ce qu'on peut dire, dans quelques remarques, c'est que les univers sémantiques des textes littéraires sont établis par des relations métaphoriques. Euh, Dans le texte philosophique, il y a donc des isotopies génériques. Et ensuite, dans les univers sémantiques des sciences, on essaye quand même de réduire la polysémie. Et donc, il y a moins de métaphores qui ne sont que purement didactiques. Et donc, c'est la raison pour laquelle on peut estimer que dans ce texte, dans Sciences dures, elles ont justement un objet, donc une vision plutôt objectivante, peut-être ontologique dans certains cas. Euh, Bien, et donc tout ça fait qu'il y ait donc des organisations soit en tableau, soit en arbre, soit en réseau, qui est donc, selon moi, une bonne manière de présenter le fonctionnement sémantique des textes mythologiques. Donc, et on pourrait apparenter en fait le fonctionnement des mythes avec celui de textes littéraires, donc, qui est la première catégorie du Pont. Très bien. Donc, en citation, donc,
voilà, bon, je vois que l'heure a déjà tourné. Euh, je vous remercie pour votre attention. Bon, j'espère avoir au moins pu, je sais pas, présenter au moins des textes et avoir pu être plus ou moins clair dans mes propos. Bon, je vous remercie pour votre attention et voilà, je reste disponible pour toutes vos critiques et vos commentaires, vos questions. Merci encore. Non, merci, merci.